Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Sémaé pour une émission importante car consacrée au tourisme à la ferme d'une manière générale, que ce soit pour s'y promener, y passer un week-end, aller à la rencontre d'agriculteurs, acheter aussi bien sûr de leurs produits. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Jean-Marie L'Enfant. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bienvenue, vous êtes un peu chez vous ici, hein? Bienvenue à la ferme, bien sûr. Bienvenue à la ferme. Vous m'enlevez le terme de la bouche. C'est le nom de quoi d'ailleurs? Bienvenue à la ferme. C'est une association? Qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui appartient aux chambres d'agriculture et qui existe depuis 35 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire, venez dans notre ferme, vous êtes bienvenus dans ma ferme, dans nos fermes, c'est ça? Oui, venez nous voir, bien sûr. L'objectif de départ, c'était de faire venir du monde à la ferme. C'était d'obtenir ce qu'on appelait à l'époque une diversification. Mais aujourd'hui, l'agritourisme, les produits transformés, c'est un véritable métier. Et Bienvenue à la ferme accompagne chacun des agriculteurs dans le développement et dans la gestion au quotidien des produits et de la vente de nos hébergements. On va en parler avec vous, bien sûr. Et en face de vous, Marc Langer, bonjour. Vous êtes multiplicateur de semences potagères, je crois, et oui, pas que, peut-être. Multiplicateur de semences potagères, oui. Je ne vais pas les citer, ce serait peut-être un peu long. Allez-y, une ou deux quand même. Carottes, mâches, courgettes, pois, haricots. Dans quelle région? En Eure-et-Loir. D'accord. Et alors vous proposez, on va en parler juste après, un produit transformé en fait, si je ne dis pas de bêtises, vous proposez une production de pâtes, c'est ça? Exactement, ouais. On transforme une partie du blé dur produit sur la ferme en pâte alimentaire. Pas d'origine italienne, non? Ah non, non. Qui expliquerait ça peut-être? Que du blé dur français et de Beauce, quoi. D'accord. Ouais. Jean-Marie L'Enfant, on le disait, voilà, bienvenue à la ferme. Ça fait combien de temps maintenant que ça a été monté? 35 ans. 35 ans. Aujourd'hui, alors entre il y a 35 ans et maintenant, vous avez dû voir une progression, j'imagine, d'ouverture au public. Je disais que ce soit pourquoi? Pour venir visiter, dormir, acheter. Le spectre, il est très large finalement. Il est très large. Bienvenue à la ferme a commencé avec l'agritourisme, avec des fermes auberges, beaucoup, un peu d'hébergement dans le sud de la France. Une tradition, ça, la ferme auberge aussi, hein? Oui, il y en a toujours. Il y en a, je crois, 300 ou 400. Donc c'est une ferme qui fait aussi auberge. Vous réservez, vous venez manger. Voilà, avec des produits de la ferme. Alors, il n'y a pas eu que ça a commencé avec ça, mais ensuite? Ensuite, on a beaucoup développé le produit fermier, ce qu'on appelle le côté manger fermier. Et on a remis l'accent sur le viver fermier, sur l'hébergement, les visites, parce que nos collègues en hébergement, en agritourisme ont beaucoup souffert, encore plus qu'en produits fermiers pendant la période du Covid, puisqu'évidemment, il n'y avait plus personne dans les fermes pédagogiques, plus de visiteurs. Qui est-ce qui vient finalement dans ces entreprises? Ce sont d'abord des entreprises. Qui est-ce qui vient? Ce sont des individuels, des familles, de jeunes couples? Est-ce qu'il y a des profils où finalement c'est extrêmement varié? C'est varié. Post-Covid, on a eu un rebond justement dans l'agritourisme. Pardon. Post-Covid, on a eu beaucoup de familles qui en avaient marre, des gens qui en avaient marre d'être coincés entre la table de la salle à manger et le canapé où ils posaient leur ordinateur pour travailler dans des petites surfaces. Il y avait besoin de venir respirer. Et la différence aujourd'hui, c'est que les gens ont envie d'expérience, de partage d'expérience. C'est pas tant le confort que l'expérience de venir voir comment ça se passe à la ferme. Est-ce qu'il y a aussi l'envie de découvrir finalement ce que c'est que l'agriculture, la campagne, la manière dont on produit du blé, dont on élève des veaux, parce que finalement, ça ne s'apprend, on ne va pas se mentir, Jean-Marie, ça ne s'apprend plus. Oui, ça ne s'apprend plus. D'ailleurs, je pense que M. Blanquer pourrait écouter. Ça serait bien que dans les écoles, on reparle aussi un petit peu d'agriculture, sans idéologie, juste de façon, ce qu'on appelait les sciences naturelles. Les gens qui viennent aujourd'hui, effectivement, moi j'ai reçu des groupes pendant des années, on passait 5 minutes en salle et 1 heure devant les machines. Les groupes, depuis 4-5 ans, c'est
une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter de l'agriculture. Parce que les gens ont besoin aujourd'hui, on peut allumer BFM, Euronews ou je sais pas quoi, mais c'est quand même bien de pouvoir venir parler d'agriculture avec un agriculteur. Alors avec le site Bienvenue à la ferme, évidemment, on peut trouver des endroits partout en France, hein, si je ne dis pas de bêtises, pratiquement partout. Ah, bien sûr. Concrètement, allez, moi j'ai envie d'aller passer voilà, 2 jours dans une ferme dans le sud-ouest. Qu'est-ce que je pourrais être amené à voir, à découvrir? Comment est-ce que je ferais? Eh bien, chacune des fermes qui peuvent vous recevoir vous donneront aussi des renseignements sur les fermes qu'il y a autour, sur les visites qu'il y a autour, puisque nos fermes sont intégrées dans le paysage local. Et donc, on a tout intérêt à vous envoyer voir le voisin, le musée ou l'église qui est à visiter. Chaque agriculteur devient un petit peu le chargé du tourisme hyper local, quelque part. Hein. C'est ça. Ce que le public aime bien, c'est qu'on raconte notre histoire. Parce que je pense qu'on est tous passionnés quand on raconte notre histoire. On vit le produit, on vit notre campagne. Et c'est ça que le public recherche. Marc Langer, vivre son histoire, faire partager. Vous, multiplicateur de semences potagères comme on l'a vu, vous vous êtes dit un jour, je veux aussi avoir une activité complémentaire, je veux aussi m'ouvrir au public. C'était quoi votre démarche pour proposer des pâtes qu'on voit sur le plateau, qui sont des produits transformés par vos soins et par votre fils aussi, je crois? C'est une affaire familiale. On est 3, il y a mon fils, ma femme et moi. Vous êtes le profil type voilà, de l'agriculteur 2022, madame, monsieur et le fils qui est dedans. Donc, quand il est revenu sur l'exploitation, il a fallu trouver une diversification. Et donc, on est parti, ça fait 4 ans qu'on est parti sur ce projet de diversification. Ouais. Vous venez de dire quand il est revenu sur l'exploitation, pourquoi? Qu'avait-il fait avant? Il est ingénieur agricole La Salle Beauvais, donc bel établissement, belle formation, beau diplôme. Donc il avait à cœur, lui il est plus passionné par le métier d'agriculteur que la production de pâtes, mais c'est un complément, quoi. Donc. Alors racontez-nous, vous aviez votre activité, vous l'avez toujours, de semencier multiplicateur. Multiplicateur de semences, pardon. Et qu'est-ce qui vous a amené à produire des pâtes maison entre Chartres et Orléans? C'est-à-dire que on est secteur Beauce pouilleuse, on appelle ça, parce qu'à l'époque c'était des terres un peu légères. Donc depuis les années 60, c'est un terroir de blé dur. Donc et on avait à cœur de pousser le bouchon un peu plus loin que de produire seulement. On voulait transformer et être fier de produire un produit fini et de le commercialiser directement. Donc, ça, c'est fait avec du blé que vous produisez sur vos terres. C'est vous qui le transformez en farine en tant que tel? Non, le blé est emmené en minoterie. Minoterie, c'est là où on transforme le blé en farine. Donc on a un partenariat avec un minotier régional qui nous écrase notre blé 2 fois par an. Et lui, c'était une opportunité aussi parce qu'il n'avait jamais écrasé de blé dur. Donc ça faisait que du blé tendre? Ouais, voilà. Donc c'était un challenge aussi. Chacun y trouve son bonheur dans cette expérience. Et donc, vous vous êtes dit, on va produire nos pâtes. Elles sont vendues sur votre exploitation. Comment ça se passe concrètement? On a plusieurs types de commercialisation. On vend dans des petites boutiques à la ferme, aux alentours, en grande surface et moyenne surface surtout. On vend dans les collectivités, collèges, lycées. Environnants aussi, j'imagine. Ouais, une centaine de kilomètres autour, quoi. Et puis, on a une petite boutique à la ferme qu'on a montée parce que c'était surtout pour montrer notre activité. C'est vrai qu'on a laissé
une verrière pour montrer les machines quand les gens viennent, et ça permet d'échanger sur le métier, sur la façon dont, sur le process. Ce que disait un petit peu Monsieur L'Enfant, c'est aussi faire de la pédagogie, montrer comment ça se passe, montrer comment ça se fait. Oui, pour le coup, comment ça se transforme. Ouais. Parce que sinon, on croit que les pâtes, elles tombent du ciel. Hein. Il y a des rumeurs selon lesquelles ça pousse au bout des arbres, mais non. Non, je peux vous l'affirmer, ça pousse pas au bout des arbres. Mais oui, ça permet aussi, on a un rôle de vulgarisation, parce que les gens, enfin surtout, c'est ce que disait Monsieur L'Enfant tout à l'heure, ils ont perdu le fil finalement, parce qu'avant, dans toutes les familles, il y avait un grand-père qui était issu du monde agricole, et c'est plus le cas. Et donc, on allait plus ou moins un peu pendant les vacances aussi, quelques jours par-ci par-là, pour voir comment ça se passait. Il y a moins d'agriculteurs, moins d'exploitation malheureusement, donc encore moins d'opportunités d'aller voir ça. Vous avez lancé ça il y a 4 ans. Vous avez combien de variétés de pâtes aujourd'hui? On fait... vous savez, il existe... le fabricant de nos machines doit avoir 200 moules de pâtes dans sa gamme. Donc on en a choisi, je crois que c'est 6. Et après on décline ça aussi avec des goûts type tomate, épinard, elles sont cèpe. aromatisées. Ouais, voilà, donc on fait aussi ça. Et du coup, au bout de 4 ans, qu'est-ce que ça donne? Ça fonctionne? C'est une activité complémentaire? Malheureusement, on a eu cette période Covid qui a boosté un petit peu au premier confinement. Ça a duré un petit peu. Et après, il y a eu un déclin parce qu'on a perdu toutes les collectivités, les lycées, collèges, et bien ça, sûr. On a perdu gros. Aujourd'hui, ça n'a pas encore repris, justement. Ça reprend redémarre. Tranquillement. Ouais, mais bon, là, je sens que c'est vrai qu'on nous bassine un peu avec le pouvoir d'achat. Donc, les gens ont tendance à intégrer qu'ils ont moins de moyens. Donc, ils sont moins favorables à mettre de l'argent dans des types produits fermiers qui sont plutôt un peu haut de gamme. Un petit peu haut de gamme. Évidemment, vous ne produisez pas une grande quantité. On ne peut pas écraser les coûts, quoi. Donc, bien sûr. Puis nous, les coûts augmentent aussi. Donc, c'est clair. Ouais. Le nom, c'est la ferme d'Écuyons. Donc, vous vendez à distance, par Internet? Non. Alors, il faut vous y mettre. Ouais. Monsieur L'Enfant, c'est important aussi, hein, que les producteurs, les agriculteurs, quand ils ont des produits qui peuvent voyager, bien sûr, hein, quand on vend un produit tout frais, tout fragile, c'est difficile. Mais c'est pas mal ce réseau d'Internet. Alors, c'est bien pour être vu. C'est vrai que je vais dans le sens de monsieur. Quand on habite à la campagne, qu'on reçoit une commande, on va emballer, il y a le coût de l'emballage, et surtout, il faut que la poste existe encore et soit ouverte. Ouais. Je suis désolé, mais alors, c'est vrai qu'il faut être présent, qu'au niveau de notre réseau, nous cherchons plusieurs moyens de commercialisation, et bienvenue à la ferme, que ce soit les casiers, les drives, les magasins. On essaie de développer une grande amplitude avec des outils pour pouvoir vendre. Il y a des magasins comme ça qui sont intéressants, effectivement, qui permettent de regrouper des productions comme celle de Monsieur Langer, par exemple, avec de la viande, avec des œufs, avec du fromage, et donc de mutualiser un espace dans un petit commerce à un endroit donné. Je crois que ça marche pas mal non plus. Il faut là aussi tâtonner pour trouver finalement les solutions. Hein. Il n'y en a pas une seule. Non, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la segmentation de marché. Ce que avec le bon sens paysan, on disait et on dit toujours, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La segmentation, c'est ça, c'est de trouver des clients, de la restauration collective, des restaurants, des magasins, même un peu de grande distribution, des magasins à la ferme. Et quand ça va pas bien, on a quand même une possibilité, c'est de prendre son téléphone ou sa voiture et de chercher des nouveaux clients. Et le seul risque qu'on ait quand même, c'est de vendre. Tout à fait. Marc Langer. Oui, vous parliez d'Internet, mais le gros souci, c'est le coût des transports. Voilà. Donc quand vous avez un paquet de pâtes qui vaut, mettons, 2,50 €, d'accord, vous avez tout dit, tout dit. Donc vous faites un colissimo, c'est terminé. Il faut peut-être envoyer 25 paquets de pâtes pour que ça soit rentable. Évidemment. Donc la proximité plus que jamais. Ouais. Les commerçants aux alentours, qui sont aussi de moins en moins nombreux, hélas, regardent comment ce type de produit, parfois ils vous donnent un coup de main, ils acceptent de le mettre dans leur rayon aussi, que ce soit dans une boucherie, que ce soit un petit commerçant polyvalent.
Oui, ça peut arriver, mais bon, c'est pareil, c'est La marge, les petits commerçants, ils ont des marges faibles, donc... la moralité de l'histoire, effectivement, Hein. quand on produit sur sa ferme, sur son exploitation, il faut vraiment essayer de tout faire pour vendre ses produits directement. Et puis c'est l'objet premier, finalement, bien sûr, de faire venir les clients, les visiteurs Ouais, dans le lieu de vente. Enfin, oui et non, parce que nous, on est dans une zone de chalandise qui est très... C'est très peu peuplé, notre région, donc on est obligé de vendre. Il faut faire une vente en masse quand même pour quand on fait des pâtes. Donc on ne peut pas se contenter de vendre dans des petites boutiques lambda. Sans trahir un secret industriel, vous produisez combien de dizaines de kilos, de centaines de kilos de pâtes par an à vue de nez, pour donner un ordre de grandeur? Là, on est à une quinzaine de tonnes de pâtes par an. Ah bah quand même 15 tonnes, Ouais. 15 000 kilos. Oui, bah donc, c'est pas mal. oui, c'est... Enfin, peut-être que vous visiez 50 tonnes, mais c'est déjà un jeu. Ah, on visait plus autour d'une vingtaine de tonnes, mais bon, Pour demain. pour demain. Mais bon, il y a de la concurrence aussi qui s'installe. donc, Est-ce qu'il y a... Jean-Marie L'Enfant. Pardon, je pensais à un truc. Ça, c'est en sec, mais quand c'est dans l'assiette cuisinée, Ouais. ça fait combien de tonnes? x3, x4 ou ouais, x5 x3, je crois. x3, Ouais. c'est ça. Il y a de plus en plus de produits comme ça, Jean-Marie L'Enfant, qui sont proposés. Produits transformés, pas transformés, évidemment, ça dépend de ce que l'on fait au départ. Hein. Moi, ce que je trouve bien dans le produit fermier, dans le circuit court, c'est qu'un agriculteur qui est en recherche de circuit court, c'est un agriculteur en mode projet. Et qu'on a plein de possibilités. Faut faire un brainstorming en famille avec des copains, chercher des idées un peu folles, et finalement, c'est pas si fou que ça soit de faire de l'hébergement insolite. Qui aurait pensé aller dormir dans un tonneau, ou dans des arbres, ou dans une maison où on tient à peine debout, les tiny house? Qui aurait pensé qu'on allait faire des escargots, cultiver du safran, et faire des recettes de pâtes? Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a un champ des possibles très Énorme. élevé. Et dans les nouveaux installés, 50% des jeunes agriculteurs réfléchissent à faire autre chose. Et quand en plus ils sont bien formés, qu'ils ont été à l'école ou qu'ils ont eu une expérience professionnelle de quelques années ailleurs, ces jeunes-là, on les arrête pas. Et c'est ça qui est bien. Ils viennent de l'extérieur, si j'ose dire, même s'ils viennent de la famille. Ils viennent enrichis de rencontres, d'idées, de choses sérieuses, farfelues, qui amènent ce grain de folie qui peut amener de la créativité quelque part aussi, peut-être. Ben oui, Et l'expérience qu'ils ont pu vivre ailleurs, bien sûr, les expériences. on va avoir du vin en Normandie, il y en a bien sûr en Eure-et-Loire. On revient sur la vigne, il y a des gens qui font du kiwi. Enfin voilà, c'est vraiment le champ des possibles. Marc Langer. Oui, les jeunes aujourd'hui ont besoin aussi de créativité et de ne pas faire forcément comme papa. À la limite, surtout pas se servir de ce qu'il a pu voir, de ce qui a semé, de ce qui a été poussé au sens premier et bien au-delà, et d'apporter aussi sa valeur ajoutée, sa réflexion, ses envies, son projet. Et puis il y a une demande sociétale aussi, donc il faut essayer d'y répondre. Donc, Et c'est notre rôle, Chambre d'agriculture, d'accompagner sur tous les territoires, d'accompagner les projets en termes de réflexion, en termes d'accompagnement sanitaire, légal. On parle du CBD, donc évidemment légal, et commerciaux. Est-ce qu'au niveau réglementaire, législatif au sens large, au niveau des normes et des règles, parfois ce n'est pas un petit peu compliqué pour les agriculteurs, les exploitants agricoles qui veulent justement qui recevoir du public, qui le loger, qui lui vendent des produits? J'imagine que c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple, surtout pour les agriculteurs éleveurs qui ont beaucoup plus de normes que nous dans le domaine céréalier. Normes d'hygiène, voilà. De sécurité. Voilà, ça c'est pour sanitaire. la partie produits fermiers. Et pour la partie hébergement, les règles d'urbanisme tendent à limiter aussi le développement. Alors qu'aujourd'hui, on va sur du slow tourisme, on va sur un tourisme, on va pas aller voir uniquement que le Mont-Saint-Michel ou que des endroits vraiment où tout le monde va. Les Français ont envie d'aller ailleurs, visiter la Beauce. Eh ben,
il faut qu'on ait un petit peu plus d'autorisation et de possibilités d'héberger et d'accueillir. Concrètement, quand un exploitant agricole comme ça a des bâtiments, les transformer en logements de nuitées, de week-ends, de petites vacances, il a besoin d'autorisation. Et là, c'est le début des complications, c'est ce que vous voulez dire. Entre la loi Elan, la loi littoral, la loi montagne, les lois, voilà, ça devient compliqué. Il y a une nouvelle loi justement qui encadre encore plus l'utilisation des bâtiments agricoles. Parfois on a un joli bâti, une belle ferme de Beauce, rectangulaire avec de la petite huile, des anciennes bergeries, ça ne sert plus à rien. Soit on les détruit, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Sinon, on paye de l'entretien. Alors effectivement, pourquoi pas faire de l'agritourisme? Et là, on demande un peu plus d'ouverture. Sinon, effectivement, il n'y a pas de raison de les conserver. Hein. Si ça ne sert à rien, comme vous le dites, c'est bon à être détruit. On n'aurait pas de problème à le détruire. On a un problème en France, effectivement, si on veut essayer de le transformer pour accueillir des gens, sans en faire non plus quelque chose d'énorme. Mais... c'est le côté patrimonial. On est des agriculteurs, on est des gens du territoire, du terroir, et on vit aussi avec ce qu'on fait et ce qu'ont construit nos ancêtres. Mais des exemples comme ceux-là, comme vous dites, sont malheureusement légion en France, et c'est bien triste. Ouais. Marc Langer. Nous, notre atelier pour faire des pâtes, par exemple, c'est une ancienne écurie donc qu'on a réhabilité. Donc, c'est vrai que c'est des bâtiments qui ne servaient plus à rien, mais au moins ça... Vous n'avez pas eu de problème pour les transformer en usine à pâtes? Pardon. Ouais, Atelier de transformation. Mais non, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec au niveau des PLUI maintenant, parce que c'est au niveau intercommunal, ça devient compliqué de raménager des bâtiments. En matière d'acronymes administratifs, on est fort, et effectivement, pour mettre des bâtons dans les roues, parfois, c'est bien compliqué. Merci à tous les deux d'être venus nous parler des produits à la ferme, du tourisme à la ferme, de la découverte, de la rencontre avec le monde de l'agriculture. Jean-Marie L'Enfant, je rappelle. Donc, bienvenue à la ferme. Il y a un site internet qui est bien fait, je crois. Vous trouvez... Bienvenue à la ferme, avec le nom de la région où vous voulez, du département, vous trouverez toutes les fermes du réseau. Voilà, parfait. Donc de quoi passer un beau printemps et un bel été. Marc Langer, vous rappelez quand même le nom et la localisation de votre exploitation où on peut acheter vos fermes si on passe par là, parce que donc la marque, c'est Ferme des Quillons, et c'est situé sur la commune de Lumeau, c'est entre Chartres et Orléans. Parfait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces beaux produits et de ce dynamisme au sein des régions de France. Merci, à très vite. Merci. Merci.